nouvelle passe d'armes entre Éric Piolle et une partie de la métropole de Grenoble. La ville prévoit de lâcher l'accord local par lequel elle accordait 9 sièges supplémentaires aux communes moyennes pour qui la pilule a du mal à passer. C'est le dernier événement de ce type en France. Le coup d'envoi des 46e jours cyclistes de Grenoble, ils ne sont plus que 3, a été donné jeudi soir au Palais des Sports. Parmi les champions, Heidi Gauguin, médaillée paralympique. Et puis l'Iséroise Marion Boras participe également aux 3 jours de Grenoble. Il y a quelques jours, elle est devenue vice-championne du monde de la Madison. On reviendra également avec elle à la fin de ce JT sur sa contre-performance aux Jeux Olympiques, mais pas trop longtemps. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 25 octobre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Piolle, Ferrari, à Grenoble, il y a aussi une autre guerre des gangs, heureusement moins mortelle, entre le président de la métro et le maire de Grenoble pour diriger la métropole. En 2020, Christophe Ferrari a remporté la mise, mais Éric Piolle n'a pas dit son dernier mot et vise les élections de 2026. Pour cela, il proposera au prochain conseil municipal de ne pas renouveler l'accord local de 2019 qui accordait aux communes moyennes 2 sièges au conseil métropolitain qui élit le président, alors que le code des collectivités territoriales n'en prévoit qu'un. Mais les représentants des 9 communes concernées qui ne l'entendent pas de cette oreille donnaient ce matin une conférence de presse pour le faire savoir. Aucun bilan n'a été fait, alors que lorsque l'on fait de la politique participative et notre métropole fait de la politique participative, on tire normalement des conclusions et des bilans. Le seul bilan qui semble avoir été fait pour le moment, c'est du maire de Grenoble, par le maire de Grenoble, qui estime que sa ville a été bafouée, maltraitée lors de ce mandat. Ce n'est pas le cas. Moi, je ne partage pas du tout ça. Je travaille à Grenoble, j'habite à Vars, je fais des kilomètres en vélo et en voiture et en bus, et je me rends compte à quel point notre territoire change au bénéfice de tous. Des Grenoblois qui peuvent être amenés à se déplacer sur l'extérieur de leur commune, et pour nous qui habitons dans les communes périphériques et qui sommes amenés à aller sur Grenoble. Les 9 élus qui ont été nommés en faveur de cet acte local sont des femmes. Il est évident que si l'on veut changer les mentalités, changer notre manière de faire. On parle de villes plus douces, et ça a du sens aujourd'hui dans notre métropole, de villes plus inclusives. Ça ne pourra pas se faire sans les femmes. Je pense que c'est un message politique qui veut lancer auprès des élus métropolitains en disant que voilà, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il est mécontent, et c'est pour ça qu'il le fait dès à présent. J'ai malgré tout l'impression que y a une relation un petit peu conflictuelle qui s'est instaurée entre la ville de Grenoble et le conseil métropolitain. Éric Piolle a dit lui-même lors de cette réunion que sa gentillesse, entre guillemets, n'avait pas porté ses fruits. Donc voilà, au final, je lui ai dit, et je l'ai redit tout à l'heure, j'ai l'impression malgré tout que les 9 communes payent les pots cassés d'une situation un petit peu conflictuelle entre la grande ville, la ville-centre et la métropole. Et pour Éric Piolle, il s'agit de ne pas accentuer ce qu'il juge être un déséquilibre territorial. Se dire que ce qui a été fait en 2019, ce mandat est quand même un mandat où ça patine, on le voit bien à l'échelle métropolitaine, il n'y a pas de projet territorial, tout ça est dommage, donc évidemment c'est frustrant pour tout le monde. Ceux qui avaient plus de place que la loi, ils peuvent se dire oui, c'était mieux quand on était surreprésenté, mais en fait la loi les surreprésentant déjà, il n'y a pas de raison de les surreprésenter par rapport à cette surreprésentation. Donc voilà, on revient dans le cadre de la loi. C'est ça qui formera le conseil métropolitain. Donc il y aura donc dans le mandat prochain 110 sièges et non plus 119. Avec toujours une sous-représentation de Grenoble, de Saint-Martin-d'Hères, des Chirolles. Toutes les villes un peu d'importance sont sous-représentées, avec une surreprésentation des communes de petite taille. Mais ça se bornera à ce qui est fixé dans le cadre de la loi. Ça ne sera pas dérogatoire en accentuant ce déséquilibre territorial qui est déjà problématique. Nous nous demandons le scrutin direct pour la métropole. C'est d'ailleurs ce que demandait également le président Ferrari dans le mandat précédent. Il ne s'exprime plus sur le sujet. Mais la démocratie fait que les décisions métropolitaines devraient être en pratique choisies, tranchées par la population et pas dans des arrière-cours de fond de couloir.
La décision de la ville de Grenoble devrait être entérinée lors du conseil municipal le 4 novembre. Si vous avez des idées pour votre ville, Grenoble attend vos propositions à l'occasion de la 9e édition du budget participatif. Vous devez avoir plus de 16 ans, proposer un projet d'intérêt général à territoire communal qui ne comporte aucune rémunération financière et quelques autres règles. Les projets retenus se partageront 1 800 000 €. Attention, ils doivent être déposés lundi au plus tard sur le site internet de la ville ou dans les maisons des habitants. Sur décision de l'intersyndicale, les salariés d'Arkema-Jarry se sont à leur tour mis en grève jeudi pour soutenir leurs collègues de Vancorex à Pont-de-Claix. Ils se disent aussi inquiets pour l'avenir de la plateforme chimique où beaucoup d'entreprises travaillent les unes avec les autres. Cette semaine, on a appris qu'une seule offre de reprise avait été proposée par une filiale d'un groupe de chimie chinois qui ne conserverait à Vancorex que 25 salariés sur 440. Une réunion sur ce sujet est prévue ce vendredi soir entre les représentants des syndicats et le ministre délégué à l'industrie, Marc Ferracci. Le député de la 5e circonscription de l'Isère, Jérémy Yordanov, est devenu cette semaine vice-président de l'Assemblée nationale. Il a devancé de 10 voix sa principale concurrente, Virginie Duby-Muller de la droite républicaine. Pénalisée par des dissensions à droite, l'élu écologiste revient sur cette petite surprise dans le QG politique ce vendredi avec Thibault Leduc. Jusqu'au dernier moment, je pensais que je n'allais pas la remporter, cette vice-présidence. Donc, je n'étais pas très serein. Le candidat du MoDem s'est retiré au 3e tour et on pouvait penser que le report des voix allait se faire sur la candidate LR, soutenue par Laurent Wauquiez. Et en fait, les députés n'ont pas tous suivi. Parce que Laurent Wauquiez est très clivant en fait, dans sa majorité. Déjà, dans son groupe, c'est très compliqué. Et puis, les tensions avec Gabriel Attal sont notoires. Parce que quand ils ont fait leur majorité, je mets des guillemets, au moment de l'élection de Michel Barnier, de la nomination de Michel Barnier, ils ne l'ont pas fait sur un socle programmatique. Il y a eu une entente pour distribuer les postes à l'Assemblée nationale. Mais cette entente, elle ne peut pas tenir si derrière, il n'y a pas un projet politique. D'ailleurs, les députés de ce socle commun, ils viennent à l'Assemblée, on discute du budget, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils nagent dans une... je pense que c'est quelque chose... Moi, je suis député que depuis 2 ans et demi, mais je pense qu'on n'a jamais vu ça à l'Assemblée nationale. Des députés qui sont soi-disant dans la majorité, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas dans quel sens va le gouvernement. C'est très curieux. Et tout le monde le voit au moment des questions au gouvernement, par exemple, quand un ministre prend la parole, vous n'avez que les députés LR qui applaudissent. La roue tourne aussi au Palais des Sports. Les 3 jours cyclistes de Grenoble ont débuté jeudi soir avec la même recette depuis 46 ans, du sport, des animations et de la gastronomie pour les spectateurs du parterre. Lors de cette première soirée, beaucoup avaient les yeux tournés vers Heidi Gauguin. L'objectif de la jeune femme de 19 ans qui a décroché plusieurs médailles aux Jeux paralympiques à Paris, c'est de s'aligner un jour aux côtés des valides. Lucille Dailly. Une ligne de mire, la ligne d'arrivée. Rien ne parasite son envie de gagner. Heidi Gauguin a réenclenché le mode compétition, le mode de la gagne, en découvrant l'exercice de tout donner autour d'un joyeux public dégustant des huîtres. C'est clair, non, c'est pas du tout habituel, mais c'est tellement festif et en même temps, ça fait trop plaisir de courir dans ces conditions-là, donc non, c'est trop bien. La triple médaillée d'argent à Paris savoure sa première édition des 3 jours de Grenoble, le fameux combiné cyclisme, spectacle et gastronomie. Une aubaine pour se remettre en selle après 3 semaines de coupure. Mais ici, Heidi retrouve aussi le rythme des sollicitations. Après le marathon des célébrations de ces Jeux paralympiques, elle mesure sa cote de popularité toujours aussi haute qu'inattendue. C'est à la fois troublant et à la fois du bonus. Troublant dans le sens où en paralympique, on n'a tellement pas l'habitude d'être médiatisé, d'avoir un intérêt sur nous que, en fin de compte, ça vient d'un coup et ça fait peur puisqu'on n'a pas l'habitude. Et en même temps, voilà, c'est attirant parce qu'on se sent un peu différent et ça fait du bien aussi de mettre en valeur le sport paralympique. Et la différence d'Heidi Gauguin, c'est qu'elle met en valeur le handisport en effaçant sa différence. Née sans avant-bras gauche, la Lavalloise, qui n'a pas encore 20 ans, se fond dans le peloton des valides. Lancée dans un contre-la-montre de 4 années pour décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Los Angeles.
En soi, j'ai toujours couru avec les valides. Mes premières courses, c'était avec les valides, puisque je connaissais pas le monde du handisport. Donc ça a toujours été naturel pour moi quand même de courir voilà, dans ce monde-là. Après, je dis pas que j'ai fait le tour chez les Paralympiques, j'ai quand même à cœur de faire d'autres Paralympiades, mais j'ai envie de voir autre chose et j'ai envie de me lancer des nouveaux défis aussi. Et au pire, si ça marche pas, j'aurai haussé mon niveau et je serai juste devenue plus forte pour les paras. Le défi, il est à porter, et puis il y aura peut-être aussi 2032. Enfin, je veux dire, pour l'instant, je me mets pas de barrière, donc on verra. Pas de barrière, mais un cadre, une discipline à toute épreuve. Et c'est encore sa soif de victoire et son incroyable maturité qui feront sans doute la différence. Et c'est une autre championne qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui. Bonsoir Marion Boras. Bonsoir. Et vous êtes originaire de Pontcharrat, c'est d'ailleurs toujours votre club. Vous êtes cycliste professionnel, essentiellement sur piste. Samedi dernier au Danemark, vous êtes venue vice-championne du monde de Madison. C'est pas que une danse, avec votre coéquipière Victoire Berthaud. Avant de parler avec vous des 3 jours, si vous le voulez bien, on va revenir sur cet été, ce qui s'est passé début août aux Jeux Olympiques. Vous aviez, comme beaucoup d'autres pistards, de grandes attentes. Nous, on vous avait rencontré au printemps lors de votre préparation, notamment au Vélodrome des Bains. À Paris, l'objectif, c'était 3 médailles et finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Oui, c'est ça. Honnêtement, on va forcément aux Jeux Olympiques avec un objectif de médaille. Nous, on avait l'ambition d'en avoir dans chacune des disciplines auxquelles on pouvait concourir, l'omnium, la Madison et la poursuite par équipe. On avait préparé vraiment ces 3 courses. Et puis, c'était pas étonnant parce qu'à chaque fois, vous performiez tous de façon assez remarquable. On avait des résultats vraiment réguliers sur les Coupes du Monde, les championnats d'Europe et du monde. Donc, tout nous laissait à penser, après des Jeux à Tokyo réussis, qu'on pouvait cette fois-ci aller vraiment à Paris en quête de médailles. Après, ça a été dur. En fait, c'est les Jeux. Vous avez eu le temps d'analyser un petit peu ce qui s'est passé? C'est la pression ou vous étiez prêt? Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Déjà, moi, ce que j'ai pu analyser, c'est que j'ai été malade pendant les Jeux. J'ai fait 10 jours un peu d'état grippal. Et forcément, courir avec de la fièvre dans un vélodrome chauffé, c'était compliqué. Avec beaucoup de bruit. C'est ça. Et en fait, forcément, aux Jeux, quand on arrive, il faut être à 100%, sinon ça ne marche pas. Et là, on termine 2 fois 5e. On fait quand même un record de France sur la poursuite par équipe. Encore une fois, c'est les Jeux et on ne peut pas se contenter d'un record de France aux Jeux. Mais c'est ce qui fait à la fois la beauté et l'ingratitude de l'événement. C'est qu'il n'y a que 3 médailles. Tout le monde est dans la forme de sa vie sur cet objectif-là. Et il n'y en a pas pour tout le monde. Donc c'est la sensation de vide qui prend la place après ça. Parce qu'on a quand même préparé pendant 4 ans ces courses-là. Mais bon, on sait que la vie ne s'arrête pas là. On a justement ces autres médailles internationales qui nous confortent dans le fait qu'on est quand même sur le bon chemin, qu'on progresse de la bonne manière et que peut-être ça nous arrivera un jour à nous aussi, ces médailles-là. Ouais, donc il y avait Ryan Elal qu'on attendait aussi, un autre Isérois, Mathilde Gros, qui aux 3 jours, elle a même dit au journal L'Équipe, elle a même confié « Je suis morte le 9 août ». C'est violent. Ouais, c'est violent, mais c'est assez représentatif de la manière dont on s'articule autour des Jeux. C'est vraiment un événement planétaire, c'est le rêve et la concrétisation de tout sportif. Et c'est vrai qu'en fait, on consacre notre vie, notre entourage consacre leur vie aussi à nous accompagner. Tout est tourné autour des Jeux. Avant les Jeux, tout n'est que passage vers les Jeux. Et en fait, les Jeux restent la primordialité de toute une préparation d'Olympiens. Et forcément, par exemple, Paris, on a préparé ça pendant 7 ans. Depuis l'annonce de Paris, on prépare Paris. Et consacrer 7 ans de sa vie à un événement sur lequel on échoue, parce que revenir sans médaille de Paris, c'est échouer. Oui, on a l'impression qu'en fait, 7 ans de notre vie ont presque servi à rien. Je sais que ça peut paraître un peu délirant de dire ça comme ça maintenant. Et on sait qu'avec le recul, c'est pas vrai, parce que tout ce qu'on a fait va servir pour la suite, forcément, et nous aider aussi à grandir et évoluer. Mais c'est la sensation à chaud après les Jeux, c'est ça, c'est vraiment cette sensation de vide et d'un coup comme si plus rien n'avait de saveur, de goût. Enfin, voilà. Alors, ce qui a du goût, c'est quand même cette médaille d'argent que vous avez obtenue au Danemark la semaine dernière. Comment vous vous êtes remotivé ?
En fait, c'était histoire de se dire, est-ce que j'arrête ma saison sur cette déception des Jeux ou est-ce que je pousse jusqu'au championnat du monde fin octobre et je l'ai fait pour me faire plaisir et juste ne serait-ce que me redonner cette envie de la piste et retrouver mes sensations et ce qui me fait plaisir. Et j'ai pris ce parti pris-là, même si je ne vous cache pas que mentalement c'était très compliqué. Physiquement, ça l'a été aussi parce que j'ai commencé mon clinicat de fin d'études 10 jours avant le championnat du monde. Donc ça a été beaucoup d'un coup, en plus de la grosse déception qui pèse encore lourd des Jeux. Et je suis vraiment arrivée là-bas en me disant je sais pas où j'en suis, je sais pas où je vais. Je vais essayer de courir pour me faire plaisir, de faire des jolies courses pour rien avoir à regretter. Et on verra comment ça se passe au final. Et sur le scratch, ça l'a pas fait. Mon attaque n'a pas marché, malheureusement. Donc ça n'a pas payé sur cette course-là, mais ça a payé sur celle d'après, quand j'étais en plus en compagnie de Victoire Berthaud, qui fait partie de mes amis très proches. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir. Ça a été une course très dure, mais on n'a rien lâché mentalement, on n'a rien lâché physiquement. Et avoir cette médaille-là, ça récompense et ça redore un peu l'image de notre saison. Et quand on vient aux 3 jours, en plus, ça permet de souffler, de voir que tout le public vous attend et a confiance en vous. Ça vous redonne aussi le moral? Oui, c'est ça. Et puis les 3 jours, c'est mon rendez-vous de chaque année depuis qu'ils réitèrent les éditions. Parce que c'est aussi le seul moment de l'année presque où je peux courir vraiment devant toute ma famille, tous mes proches, mon club aussi qui du coup fait le déplacement. Et ça c'est précieux, en plus d'avoir des gens qui nous encouragent toute l'année, qui peuvent être présents, qui peuvent venir, avec qui on peut échanger. C'est des gens qu'on voit, dont on reçoit les messages, les commentaires toute l'année sur les réseaux sociaux qu'on n'a jamais vraiment l'occasion de rencontrer. Et c'est les événements comme les 3 jours qui le permettent. Donc c'est vraiment une super course et c'est 3 jours où on profite vraiment et on prend plein de bonnes ondes et plein de bonnes énergies. Pour vous et puis pour les autres aussi, pour Mathilde Gros, pour Yann Elal, on les voit resplendissants, souriants. Oui, c'est ça. On sait qu'on est bien entouré, que les gens sont là pour venir nous voir. Souvent, c'est vraiment des gens bienveillants qui sont là juste pour partager et prendre du plaisir avec nous. Et voilà, c'est vraiment une bonne ambiance, une bonne entente entre tout le monde. Et c'est un événement qui met vraiment un terme à la saison d'une bonne manière. Merci beaucoup Marion Boras. On vous retrouvera évidemment dans les prochaines années et on l'espère dans 4 ans. Je rappelle qu'on peut vous voir au Vélodrome, donc au Vélodrome des 3 jours de Grenoble, au Palais des Sports. On vous attend nombreux. Merci. La Suisse, ses banques, ses montres, ses chocolats, mais aussi ses montagnes et ses spots de grimpe incroyables. C'est ce qu'ont voulu mettre en avant Cédric Lachat et ses compagnons de cordée dans Swiss Way to Heaven, l'un des films de votre soirée Ciné-Montagne, dimanche à 21h sur Télé Grenoble, autour des itinéraires les plus difficiles de ces 5 parois mythiques dans l'Eiger. Également au programme le film Le Doigt de Dieu, l'ascension de la Meige, commenté par le philosophe Michel Serres. Aujourd'hui, dans Si on parlait avec Lucille Dailly, un musicien des glaces, Aurélien alias Ghost in the Loop, qui crée une expérience sensorielle et environnementale en captivant le chant des glaciers. Un coureur des sables et de l'extrême, extrêmement solidaire. Yacine Zouaoui revient du désert tunisien avec 100 km dans les jambes en 14h19 au nom de sa grande cause, le handicap. Et puis Hélène Jusselin qui facilite les sorties en famille depuis 17 ans. Elle nous présente le mini-zoo qui fait grandir les Isérois, quelles que soient leurs envies et celles de leurs parents. Dans un instant, la météo, n'oubliez pas, on change d'heure dimanche. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée, excellent week-end à tous.